En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Chegan. Alors, bilan de notre session. L'Assemblée nationale a œuvré en toute responsabilité et efficacité à la mise en place du cadre juridique adapté à cette situation exceptionnelle. Ainsi, la représentation nationale a adopté le 27 mars 2020 le projet de loi portant habilitation du gouvernement afin d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi sur le fondement des dispositions de l'article 86 de la Constitution. Ainsi, au titre de cette première session ordinaire de l'année, 5 projets de loi ont été adoptés ainsi qu'une résolution. À l'instant, Yawa Chegan, présidente de l'Assemblée nationale, et vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de bilan de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, nous avons avec nous dans ce studio Sénat Alipuy, le président du groupe parlementaire UFC. Bonjour, monsieur Alipuy. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs et auditrices, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Élisée Koumondi à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Encore une fois, bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, Sénal, et puis avant d'aller dans les détails, quelle est premièrement votre impression de manière globale sur ce qui a été fait au Parlement durant cette session achevée le mois dernier? Merci beaucoup pour la question Monsieur Afanou. Ma première impression est que nous avons essayé d'optimiser l'usage des ressources que nous avons eues. Parce qu'il faut dire que nous étions en crise et donc tout nous poussait à arrêter les opérations. Mais au niveau de l'Assemblée, je dois dire que la présidente de l'Assemblée nationale et le premier questeur ont pris des dispositions pour que nous puissions tourner. Même si nous avons tourné au ralenti, tout a été mis en place pour que le travail puisse bien se faire. Des groupes ont été formés en vue de respecter la distanciation sociale Absolument. notamment. Mais bien avant ça, en termes de mesures barrières, le système a été mis en place de façon à ce que tu aies 2 points de checkpoint, 2 points où tu te fais contrôler, tu peux te laver les mains avant de pénétrer dans le Parlement lui-même. Maintenant, en dehors de cela, il y a les 2 groupes qui sont mis en place, groupe A, groupe B, qui permettent d'avoir juste le quorum pour pouvoir délibérer et on s'alterne pour adopter les textes. Bon, il y a la question du télétravail. Plusieurs d'entre nous ont eu cette latitude-là de participer à des réunions même internationales en ligne et de faire du télétravail depuis chez nous pendant cette période. Donc, face à la crise, tout comme les autres institutions, le Parlement aussi a pris des dispositions pour continuer à tourner. Et je pense qu'en 4 mois, nous avons adopté à peu près 5 textes. Il y en a 15 qui sont en attente. C'est un bon score. Alors, vous avez eu à adopter des textes relatifs notamment au secteur agricole. Il y a eu bien entendu de la politique avec cette ordonnance, cette habilité donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance. Et sur les réseaux sociaux, votre législature est surtout accusée d'accompagner les pouvoirs publics dans, je cite, le bradage des grosses entreprises du pays. On parle de privatisation et c'était l'un des derniers textes à adopter durant cette session, la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo. Avant de réagir à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, l'UFC a voté pour cette privatisation. Qu'est-ce qui a expliqué votre vote? 3 choses. La première raison pour laquelle nous avons voté favorablement ce texte, c'est que cela va créer de l'emploi. C'est-à-dire que l'accord que nous sommes en train de passer avec Olam, ou l'accord qui va être passé avec Olam, au lieu qu'il y ait un impact social négatif, va créer de l'emploi. Donc ça, c'est de 1. Il est chiffré, le nombre d'emplois créés? Non, pas encore, parce que les négociations avec Olam ne sont pas encore terminées. Donc en gros, je vais vous parler rapidement de ce qui s'est passé, comme ça vous avez une idée globale de pourquoi nous avons voté pour. Allez-y. En gros, en 2009, la NSCT avait une production de 27 000 tonnes et était en déconfiture. Problème de gestion, problème de
financier criblé de dettes, production de 27 000 tonnes. Au lendemain de la signature de l'accord RPT-UFC, de cette période jusqu'à maintenant, la production de coton a augmenté de plus de 400%. Et si je ne me trompe pas, l'année passée, le résultat net de l'entreprise est de 4 milliards et quelques. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas que c'est une entreprise malade dont on a essayé de se débarrasser. Mais il y a un plafond, un objectif qui est celui de 200 000 tonnes qu'on s'est fixé pour 2022, qu'il va être impossible d'atteindre parce qu'une des campagnes cotonnières récentes a terminé à 116 000 tonnes. Alors de là, on fait comment pour atteindre 200 000 tonnes alors que nous avons le coronavirus, nous avons un État qui a des moyens limités? Il faut quelqu'un qui a de l'argent à investir dans cette affaire-là, qui a les capacités techniques pour nous permettre d'atteindre 200 000 tonnes. À partir de 200 000 tonnes qui représentait un plafond et qui pour le Togo est un plancher maintenant, parce que c'est à partir de 200 000 tonnes qu'on peut installer des usines de transformation de produits, du produit cotonnier, pour faire des tissus, pour faire tout cela. Alors ça, c'est de la plus-value. Tout cela va créer de nouveaux emplois, en dehors du fait que l'augmentation de la production lui-même crée plus d'emplois et plus d'activités connexes comme l'élevage et ceci. Donc en gros, il fallait trouver quelqu'un de costaud. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché au Togo qu'on est parti chercher au LAM. Il n'y a personne au Togo qui ait la capacité technique et financière de faire des investissements et des apports nécessaires à ce secteur pour faire un bond. Donc maintenant, cela dit, on parle de bradage. D'accord, je comprends. Vous savez, les Togolais sont très attachés à la culture du coton. Moi-même, mon grand-père dans la région d'Atakpamé, c'était un négociant de coton. Donc c'est quelque chose qui vient de notre histoire, ça fait un peu partie de notre tradition, on aurait voulu le garder. Mais vous voyez, nous avons passé toutes ces années-là à ne pas bien gérer, à nous quereller sur le plan politique. Au jour du rendez-vous où maintenant il faut créer de l'emploi pour des jeunes, voilà qu'il n'y a pas un Togolais capable de reprendre ce secteur et faire les investissements. Quel sentiment cela fait naître chez vous qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs, ne serait-ce qu'un groupe d'entrepreneurs togolais à même de prendre une telle entreprise? Bon, je trouve cela dommage parce que normalement, je pense que avec la libéralisation politique qu'on est en train d'essayer depuis 90 jusqu'à maintenant, on devait avoir quand même des hommes d'affaires solides dans le pays. Vous voyez. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a fait de 90 à maintenant? Lundi, on se lève, on fait grève générale illimitée. Mardi, on marche. Mercredi, on saccage tout. Jeudi, on s'en va en chercher du crédit pour tout recommencer à zéro. Si vous prenez le secteur cotonnier, il y a une envolée à partir de 2010. Et donc, je pense que la stabilité qu'il y a eu dans le pays et les bonnes mesures que le gouvernement a prises pour restructurer la société ont permis à la NSCT d'arriver à un point où quand même il est à 116 et 137 000 tonnes. Et maintenant, quelqu'un va reprendre ça là pour l'amener à 200 000 tonnes. La leçon pour nous, c'est que nous devons arrêter de nous quereller pour que le pays soit stable et qu'on se consacre au développement. Qu'il y ait des Togolais qui soient riches, qui s'enrichissent et qui investissent leur argent au Togo pour créer de l'emploi et que le secteur privé togolais soit solide. Mais ce n'est pas tout. Pour cela, il faut aussi que l'OTR aide les gens parce que j'entends beaucoup, et ce n'est pas une critique, nous aurons l'occasion d'en parler à huis clos avec ceux qui sont concernés. J'entends beaucoup d'opérateurs économiques, quand ils m'abordent, ils me disent qu'ils ont le sentiment d'être harcelés par l'OTR. Ils parlent d'une pression fiscale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Je ne suis pas opérateur économique, mais j'entends, j'écoute. Donc maintenant, c'est des choses dont pendant ces vacances, on va se saisir, on va causer avec les gens et aller à la source pour avoir les faits et voir, parce que l'OTR est celui qui va permettre à notre secteur privé de devenir costaud. Ce ne sont pas seulement les mesures d'amélioration du climat des affaires. Donc bon, je pense que j'ai trop parlé sur cette question. Si vous avez une autre question, ça serait peut-être bien. Après Togocom, nous en sommes à la NSCT. Laquelle sera la prochaine, se demandent certains. Ben, idéalement, on privatiserait la BTCI et l'UTB. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, ce n'est pas toutes les privatisations qui se passent mal. Hein. Je crois comprendre. Ici, les gens ont le sentiment que la plupart se passent mal. Mais ici aussi, il faut dire que parfois les gens ne sont pas bien informés. J'ai parfois l'impression, c'est juste une impression, et peut-être que je me trompe, j'ai parfois l'impression qu'on donne beaucoup de sucreries aux Togolais. C'est-à-dire qu'on leur sert des rumeurs, des informations non vérifiées, non vérifiables.
et c'est le téléphone arabe. Alors, quelle Tout le monde suit. Quels exemples de privatisation ont réussi au Togo, à votre avis? Alors, vous avez la BTD qui a été reprise par Orabank. Et Orabank est une banque qui fonctionne très bien. Beaucoup de Togolais ont adhéré, sont clients d'Orabank. Orabank dégage de très bons résultats. Vous avez aussi, ma foi, la BIA. La BIA a été reprise à un moment donné par les Belges, Belgolaises. Il y a eu un peu de ménage et ensuite ça a été repris maintenant par les Marocains. Donc, je ne sais, voilà, mais je ne sais pas trop, je n'ai pas les résultats récents de la BIA, mais c'est une privatisation qui a été menée à terme. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Donc ces exemples, il y a des choses qui marchent bien. Ces exemples s'arrêtent au secteur bancaire. Non, vous me posez la question, je réponds du tac au tac. C'est que je n'ai pas prévu de répondre à un dossier. J'aurais fouillé, je serais venu avec... Il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien. Il faut comprendre dans le processus de privatisation que les Togolais aussi ont un rôle à jouer. Lequel? Quand un investisseur étranger arrive et qui fait un certain nombre de changements, il faut être ouvert au changement. S'il vient avec de nouvelles méthodes, il a déjà injecté le capital et que vous faites de la résistance pour couler les changements qu'il fait, à un moment donné, il se retire et c'est nous qui avons perdu. Vous voyez? Donc il faut adhérer au processus, donner une chance au processus d'aller à son terme et ensuite on fait une évaluation. Si ce n'est pas bon, on a toujours la faculté de nationaliser à nouveau. Mais vous savez, moi je suis libéral. Donc je ne suis pas pour des nationalisations. Je pense qu'il faut libéraliser. Le secteur privé doit jouer un rôle prépondérant. Bon, le secteur privé togolais n'a pas encore beaucoup de muscles. Avec le PND, j'espère que, et peut-être une amélioration des pratiques de l'OTR, j'espère que ça va rendre le climat des affaires, qui est beaucoup amélioré déjà, plus favorable, et que le secteur togolais aussi aura plus de muscles pour que lui aussi puisse aller décrocher des marchés, que ce soit au Burkina, au Bénin, au Ghana, pour que ce soit donnant-donnant, c'est-à-dire que la globalisation soit quelque chose qui marche pour nous. Et que ce ne soit pas uniquement les Togolais qui vendent. Voilà. Bon, alors, oui. Voilà. Pour résumer, vous dites que la privatisation, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faudrait, sur la durée, travailler à ce que les entreprises et les entrepreneurs togolaises aient la capacité également d'acquérir des entreprises de cette taille. Alors, nous évoquons maintenant l'état d'urgence sanitaire prolongé de 45 jours. Il s'achèvera finalement le 16 août. C'est dans la droite ligne du texte qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance. À votre avis, la gestion faite de cette disposition jusqu'à présent va-t-elle réellement dans le sens de la lutte contre le coronavirus? Absolument. Vous savez, la situation sanitaire du Togo est préoccupante. C'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en instaurant le couvre-feu, en mettant en place un comité de gestion de la crise, en important beaucoup de matériel, en impliquant les députés qui ont dépensé, je ne sais pas, plus que 100 millions pour aider les populations dans le cadre de cette lutte-là, sans compter tout ce qu'il y a comme dons qui ont été faits, dont notre groupe parlementaire également en a fait au fonds gouvernemental, je crois, qui était à 2 milliards, on parle de plus maintenant. Donc, le gouvernement a fait ce qu'il doit faire. Bon, maintenant, il faut mettre les choses en perspective. Nous qui sommes à l'intérieur, on voit les cas augmenter rapidement, donc c'est préoccupant, mais il faut mettre les choses en perspective et comparer avec les autres. Si vous voyez au Bénin, bon, on commence par le Togo. Nous avons 676 cas en date d'hier pour 15 décès. Et ma source, c'est l'OMS. Données comparatives, le Bénin a 1200 cas, donc presque le double avec 21 décès. Le Ghana, non, le Ghana a 19 388 cas avec 117 décès. Donc presque 20 fois ou 25 fois ce que nous avons. Le Burkina est le plus proche de nous avec 987 cas et 53 décès. Donc ce ne sont pas des histoires que j'invente, ce ne sont pas des rumeurs. Je vous donne ici les données de l'OMS. Elles sont consultables en ligne. Et donc, est-ce que c'est pour en déduire que la gestion de la crise au Togo a été plutôt bonne? Oui. Ce que je dirais, c'est que nous avons fait des choix qui sont peut-être impopulaires, comme un couvre-feu un peu sévère. Vous savez qu'il y a eu des abus, il y a eu des gens qui ont perdu la vie, et je présente mes condoléances aux familles éplorées pour cette situation malheureuse. C'était des choix peut-être impopulaires au plan transactionnel, mais au plan stratégique, ça nous permet d'être le meilleur de la zone. Quasiment, dans la sous-région, nous sommes un des meilleurs. Alors maintenant, ma préoccupation et mon inquiétude, c'est qu'on ne peut pas garder les frontières indéfiniment fermées. On ne peut pas juste se réjouir des résultats que nous avons.
à un moment donné, on va ouvrir les frontières et quand vous avez un voisin comme le Ghana, le Bénin, je n'en parle pas tellement, mais comme le Nigeria, qui vont recommencer à commercer, faire des activités avec nous, on risque d'avoir des problèmes. Donc je pense que c'est qu'il faut, et c'est ça le plus important, il faut donner de plus en plus de pouvoir aux institutions sous-régionales et continentales pour que les politiques de lutte contre ces pandémies-là, ou bien pour que les politiques de bonne gouvernance soient standardisées et que lorsqu'une crise comme cela arrive, c'est à l'échelle régionale qu'on se concerte pour prendre des mesures standards dans tout l'espace. Comme ça, on n'a pas besoin de vraiment fermer les frontières. Les mêmes règles s'appliquent un peu partout et on peut avoir une façon de gérer la crise de façon sous-régionale puis continentale sans chacun fermer ses frontières en disant ben, je suis le meilleur et à un moment donné on doit ouvrir les frontières et on va tous se réinfecter. Mais nous sommes un bon élève dans ce domaine-là et que le gouvernement ne pense pas que c'est lui seul qui doit être félicité. C'est surtout les populations. Parce que le gouvernement, il a juste donné des instructions, mais les Togolais ont été des gens qui ont pris ces instructions au sérieux et ça nous permet de résister. Donc je les encourage à continuer à suivre les mesures barrières pour que nous nous protégions, parce que c'est le seul remède pour l'heure. Alors, avant d'évoquer le reste des textes adoptés durant cette session, en ce qui concerne la vue par rapport à la situation du coronavirus, certains analystes insistent sur le fait qu'il faut tenir compte du nombre de la population également. Ceci fait partie d'un certain nombre de calculs qu'il faudrait faire pour avoir les données exactes. Maintenant, on a parlé de nucléaire également durant cette session. Vous pouvez parcourir rapidement ces textes restants et nous donnons la parole aux auditeurs. Oui, comme les auditeurs attendent, et je ne veux pas les faire patienter, je dirais que l'ensemble des 5 textes que nous avons adoptés sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Ils vont sur Google, Assemblée nationale Togo, vous avez l'exposé des motifs, les modifications, toutes les données sont sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a aussi mon site www.alipui.com où vous avez toutes les explications de vote pour ces 5 textes-là. Donc chaque fois que nous avons donné un vote favorable ou une abstention ou quoi que ce soit, vous êtes l'explication. Chronologiquement maintenant, le 3 mars, nous avons eu la rentrée parlementaire. Le 16 mars, nous avons levé l'immunité. Nous avons voté abstention, mais l'immunité de M. Agbeome Kodjo a été levée. Le 27 mars, on a donné une habilitation. 27 mars, si je ne me trompe pas. On a donné l'habilitation au gouvernement. C'était le 27 mars. À gouverner par ordonnance. Vote favorable. Le 4 juin, c'est la loi sur l'utilisation sûre et sécuritaire du nucléaire. Le 23 juin, projet de loi relatif à l'alimentation scolaire. Le 29 juin, projet de loi relatif à la privatisation de la NSCT et séance de clôture. Donc, c'est ce que nous avons fait ces 4 derniers mois. Donc, en moyenne, un texte par mois, en dépit du confinement, de la crise sévère qui sévit. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est ce bilan parlementaire qui est laissé à votre appréciation ce matin, chers auditeurs. Et la parole sera à vous juste après cette courte pause.